J'étais dans un endroit protégé, bienfaiteur, propice à la guérison, à l'abri des influences extérieures habituelles. J'étais entouré de personnes bienveillantes, au parcours varié, des personnes en quête de sens, d'amour, de grandeur spirituelle, puis de mystique aussi. J'amenais la notion de lenteur à des nouveaux sommets pour moi-même. Je sentais que j'étais dans mon élément. J'avais pas la moitié de ma retraite de fait, puis je me sentais déjà guéri. Mais j'avais encore rien testé dans la vraie vie, puis il me restait des questions sans réponse, puis quelques plantes à rencontrer. Ici Onilito. Bienvenue de l'autre côté. Épisode 5. L'invitation. Au début de mon voyage, j'avais 5 intentions. Guérir mon petit cœur, retrouver une joie de vivre, retrouver un sens de l'émerveillement, avoir une idée de quoi faire après mon voyage, puis trouver vers où est ma communauté. La guérison me semblait en bonne voie, mais pour le reste, j'étais encore en train de chercher. Après la cérémonie San Pedro, on avait rendez-vous avec Kambo, le vaccin de la jungle. Kambo, c'est la sécrétion d'une grenouille amazonienne qui est récoltée sur un bâton. Dans la cérémonie, notre peau est brûlée en surface, généralement sur l'épaule pour les hommes ou la cheville pour les femmes. Puis le venin est appliqué sur les brûlures. Le petit carré de gel qui contient le venin est gardé humide sur la peau. Puis au bout d'un certain temps, le venin est retiré. L'effet recherché, c'est une détoxification. Il n'y a aucun effet psychédélique. Dans une cérémonie Kambo, en quelques secondes après l'application du venin sur notre peau, on ressent une bouffée de chaleur, puis le cœur qui se met à pomper. Le visage devient rouge et chaud, puis on peut sentir un malaise dans le ventre. Selon qui fait la cérémonie, parfois il faut boire 2-3 litres d'eau avant, puis même pendant la cérémonie, pour purger. Puis Kambo est laissé sur la peau pendant 20 minutes ou plus. La couleur du vomi peut être interprétée sur la nature de la purification qui a été faite. Dans mon voyage, j'ai rencontré plusieurs personnes dont c'est la médecine préférée. Ces gens-là, ils ont l'impression que Kambo, ça les reset, ça les remet à zéro. Dans ma retraite, pour la cérémonie Kambo, j'ai eu droit à la version light. C'était une cérémonie d'1 heure, pas plus. Puis il fallait arriver à jeun, comme d'habitude, mais on n'avait pas besoin de boire beaucoup d'eau. Je suis passé dans le dernier groupe de 3 personnes, un peu avant midi. Fait que je commençais à avoir faim avant la cérémonie. Dans ce cas-ci,
les brûlures qui m'ont été faites à l'épaule droite étaient juste superficielles. Puis le Cambo a été appliqué moins de 5 minutes. Fait que dans ce cas-ci, la purge était pas recherchée. C'était plutôt le chaman des 2 premières cérémonies ayahuasca, puis Fernando, qui nous ont observés, puis qui nous ont offert un diagnostic après l'application. Dans mon cas, Fernando a commencé par dire que j'étais fort. J'imagine que c'est parce que j'ai pas beaucoup réagi quand j'ai eu Cambo sur l'épaule. Je suis resté calme, puis centré. Et ça m'a pas surpris qu'il me dise ça. J'ai pleine confiance dans mon corps, puis je tombe pas souvent malade. Ensuite, Fernando a ajouté que le Cambo a travaillé au niveau de la tête, du cou et de l'oreille pour moi. La tête, ça voudrait dire que l'énergie est un peu jammée dans le mental, entre autres avec des pensées récurrentes, puis que ça laisse moins d'espace pour écouter le corps. No shit. Le cou signifierait que mon expression est retenue. Il y a une vérité qui reste non dite, qui reste à dire. Puis aussi, j'aurais une difficulté à poser mes besoins, comme une adaptation excessive. Tout ça, ça résonnait pour moi. Puis je reviendrai sur la question de l'adaptabilité, qui va prendre du sens pour moi seulement un peu plus tard. Fernando a relié l'oreille à un organe, le foie me semble, mais c'était peut-être les reins. Je ne l'ai pas pris en note, fait que je suis pas certain, mais me semble que c'était le foie. Le foie a rapport à la circulation de l'énergie. Ce qui voudrait dire que dans mon cas, il y a une énergie qui est comme contenue, que les émotions ne circulent pas librement, ou quelque chose de même. Cette cérémonie Cambo-là, j'ai trouvé ça intéressant comme expérience. Puis je me suis laissé aller à me faire détoxifier. J'ai mis les informations du diagnostic que les chamans m'ont donné dans mon petit baluchon. Je capote pas avec ça, mais je note. Ce diagnostic-là, je le prends comme des indices à considérer, pas comme des vérités absolues. Mais la cohérence des indices me surprend un peu quand même. C'est pas encore arrivé que j'ai dit « Bah, ça n'a pas rapport pantoute. » C'était même plutôt l'inverse. Ensuite, dans la retraite, il y avait un témascal, un sweat lodge, une hutte de sudation. Le témascal représente l'utérus de Pachamama, la terre-mère. On y entre pour se purifier, laisser mourir ce qui ne nous sert plus, puis renaître quand on ressort du témascal. Habituellement, une hutte de sudation est en forme de cercle, avec un plafond très bas. On doit entrer dans la hutte puis s'y déplacer à 4 pattes, comme pour représenter notre état d'enfant, avant de savoir se tenir debout. Une structure en bois ou en pierre, là, dans le cas de cette retraite-là, permet d'installer plusieurs couches de couverture, de façon à ce qu'il n'y ait aucune lumière qui entre à l'intérieur du témascal, comme c'est le cas dans l'utérus. Habituellement, dans un témascal, on est assis directement par terre, directement en contact
avec Pachamamita. Souvent, au cours de la cérémonie, la texture du sol devient inconfortable. Le gazon qui nous pique la peau ou la terre qui se transforme en boîte. Puis ça fait partie de l'expérience. C'est une forme de sacrifice, un genre d'inconfort qui permet de grandir puis d'apprécier ce qu'on a. Parfois, avant un temazcal, une plante médecine est offerte. Dans cette cérémonie-là, du San Pedro a été offert, qui contenait d'ailleurs un peu de psilocybine en extra. Puis il y a eu aussi de l'ayahuasca qui était offerte pendant la cérémonie, si on voulait. Pendant la cérémonie, c'était encore le semi-bordel. Les gens, ils étaient pas bien disciplinés. Tim, qui voulait aller pisser quand c'était pas le temps, quand ça faisait 5 minutes qu'on venait de rentrer dans la hutte. Monsieur OCD, qui était très loud, on dirait qu'il était pas capable de se la fermer. Un autre gars qui a sorti quand c'était vraiment pas le temps, ce qui a fâché la chamane d'ailleurs. Puis il y avait une fille à l'agonie devant la porte pendant toute la dernière moitié de la cérémonie. La chamane a dû rappeler le monde à l'ordre plusieurs fois, en disant que c'était pas un cirque ce qu'on faisait, qu'on était dans un endroit sacré, puis qu'on devait le traiter avec respect et gratitude. Moi, ça m'a dérangé le semi-bordel. J'avais l'impression que c'était comme l'ego qui se plaçait avant le respect pour la cérémonie. Le monde qui se plaigne pour leurs petites affaires plutôt que d'essayer de se rattacher à ce qu'on est en train de faire en groupe. J'avais envie de dire fermez vos gueules puis centrez-vous, tabarnak! Mais je me contentais de faire des chut en respirant. La cérémonie s'est déroulée en 4 phases, 4 portes, une pour chaque élément. À chaque porte, il y avait des nouvelles pierres chaudes, les grands-pères, qui sont prises dans le grand feu, qui brûle juste à côté de la hutte, puis qui sont placées dans le trou au centre de la hutte. Un helper apporte les pierres avec une fourche, puis un autre époussette les pierres avec des feuilles pour éviter d'avoir de la fumée puis des cendres dans la hutte. Puis les pierres sont placées dans le trou en utilisant des boîtes cervidés pour les manipuler. Puis, l'agua de vida, aromatisée avec une plante différente à chaque porte, entre dans la hutte. Puis enfin, on fait entrer les instruments de musique dans la hutte. À ce moment-là, la porte est refermée, puis là, on est plongé dans l'obscurité. Fait que notre attention se tourne vers les prières, puis les explications de la chamane. La première porte, c'était celle de la terre, les racines, le point de départ. Avant de renaître du temazcal, il faut commencer par savoir d'où on part. Pour la deuxième porte, celle de l'eau, des émotions, de la sexualité et des relations positives, je me suis approché du feu. Je me sentais interpellé. J'ai offert une prière parce que je sentais que c'était là le nœud de mon problème. J'ai remercié les différentes personnes qui sont intervenues dans mon cheminement, puis je leur ai offert mon amour. À la troisième porte, celle du feu, du pouvoir, j'étais écrasé dans le fond, couché au sol,
la tête près du gazon parce que c'était un peu moins chaud. J'étais comme semi-mort, mais j'étais très présent. Je laissais aller mon corps avec des belles grandes respirations. Puis j'imaginais mon nouveau plumage, comme le suggérait la chamane. Le plumage que j'arborerais après le Temazcal, après ma renaissance. J'imaginais un plumage d'un grand oiseau qui plane, comme le genre d'oiseau que je voudrais être si j'étais un oiseau. Un condor, mettons. Puis j'imaginais comment je pourrais traduire ça en tatouage un jour, sur le côté sacré de mon corps, mon côté gauche. Un grand tatouage qui me couvrirait la moitié du torse, mais qu'on verrait juste si on me rejoint dans l'intimité. À la 4e porte, celle de l'ère de la Renaissance, on était invité à imaginer notre nouvelle façon de voler. Sans surprise, moi je voulais planer, être en hauteur, juste me laisser porter par les courants d'air chaud, les ailes déployées, immobile. Checker ça avec une perspective englobante. À la fin de la cérémonie, on est ressorti à 4 pattes. On devait appliquer notre front sur le sol pour remercier Pachamamita, puis on renaissait dans ce monde-ci en sortant du Temazcal. La cérémonie avait commencé au début de l'après-midi. Puis là, à la sortie du Temazcal, le soleil était couché. Il faisait noir. Puis avec le contraste de température avec l'intérieur du Temazcal, la médecine a embarqué pour de vrai. On a fait une prière de l'eau autour du feu. C'était vraiment très satisfaisant de pouvoir étancher ma soif après autant de sudation. Après, je me suis installé devant le feu. J'étais encore en costume de bain, une couverte sur les épaules, tu sais, les grosses couvertes de laine du Pérou. Il y en avait partout sur place en quantité industrielle. Fait que j'avais ma couverte sur mes épaules, puis là j'ai ouvert mes ailes en tenant la couverte à bout de bras. Je prenais la chaleur du feu, puis je me laissais planer. Puis là, j'ai vu le gars cynique l'autre bord du feu. Celui qui trouvait que le monde se plaignait pour rien dans la cérémonie San Pedro. Je le voyais qui grelottait tout seul dans son coin. Je savais que son air dur, c'était juste une façade pour se protéger. Puis j'avais l'impression qu'un geste bienveillant lui serait bénéfique. Fait que je suis allé le voir, puis je l'ai pris dans mes ailes. J'ai essayé de le réchauffer, en dehors comme en dedans. Je pense que ça m'a quasiment fait plus de bien à moi qu'à lui, de pouvoir partager un peu ma chaleur, ma lumière. Après, on s'est retrouvés dans le bâtiment qui servait de salon, qui avait été transformé en salle de chillage tout azimut, avec des coussins partout par terre. Là, j'ai pris ma position sur le dos, les bras ouverts. Puis je me suis juste laissé aller à triper sur la musique style ecstatic dance, en me collant avec ma partner de cuddling. C'était l'extase pendant des heures. Puis j'ai fini par m'endormir au milieu du salon, le sourire d'en face.
encore avec le chaman funky. C'était le bordel encore une fois, mais un peu moins que la première cérémonie. L'énergie générale était encore high, puis comme excitée. Pas le style calme et tranquille. Cette fois-là, moi j'ai eu plus d'inconfort physique. D'habitude, dans une cérémonie ayahuasca, je purge une, peut-être 2 fois. Mais là, j'ai purgé 3 bonnes fois. Puis une autre fois, juste avant d'aller me coucher, après la cérémonie. Ça, j'ai aimé ça. J'ai juste eu à faire 5-6 pas sur le gazon là, pour aller vomir sur le bord du boisé. Tu sais, je viens de la campagne, fait que j'aime ça profiter du contact avec la nature. Pour la deuxième moitié de cette cérémonie ayahuasca, je suis juste resté étendu à écouter la musique, mais avec une genre de barre dans le ventre. D'habitude, ça passe avec la purge, mais pas cette fois-là. J'ai quand même ressenti là, l'espèce d'extase que je ressens dans la deuxième moitié de la cérémonie, mais j'avais quand même mon inconfort dans le ventre qui me suivait. Fait que je lâchais souvent des petits soupirs d'inconfort. En plus, le chaman nous a encore servi des estis de gros verres d'ayahuasca. Puis là, le goût m'a vraiment répulsé. Là. Quand je suis allé chercher ma dernière dose, le cœur m'a carrément levé juste quand j'ai vu le verre plein. Ça a tout pris pour que j'arrive à faire passer ça. Puis quand je suis revenu à ma place, j'ai tout vomi direct. Habituellement, dans les cérémonies, ils nous disent « Tu vas avoir juste la bonne quantité de médecine dont tu as besoin. » Dans ce cas-ci, il faut croire que j'en avais déjà assez. Pour cette cérémonie-là, j'ai modifié mes intentions, vu que je me pensais pas mal guéri. J'ai plutôt focusé sur avoir de la clarté pour trouver mon chemin, savoir quoi faire après mon voyage. Pendant la cérémonie, j'ai encore eu beaucoup de pensées récurrentes. Puis j'avais encore de la colère de ma dernière relation, puis de mon ancienne job. Mais comme d'habitude, la cérémonie a fini dans un sentiment d'exaltation. Ayahuasca a comme ce don-là de me ramener toujours à une place de joie pure, de présence, sans souci. Après cette cérémonie-là, j'en avais un peu mon tas de l'ayahuasca. Juste à penser au goût, là, le cœur me levait. Mais le lendemain, c'était la 3e cérémonie ayahuasca, puis elle était avec un autre chaman, beaucoup plus doux, introspectif, plus sage, moins funky. Ce chaman-là a pris sa première dose d'ayahuasca à l'âge de 3 ans, puis a été élevé dans la tradition. Alors, il partageait ses enseignements avec beaucoup de sérieux, puis beaucoup de respect. Fernando l'avait vanté, puis il avait aussi parlé du bénéfice de faire 2 cérémonies ayahuasca back-à-back. Fait que malgré mes réticences, je me suis lancé. Comme de fait, avec ce chaman-là, l'énergie était beaucoup plus calme, puis moi aussi. J'ai eu un bon moment. Presque pas de pensées récurrentes. Ça m'a rassuré dans mon impression que j'étais guéri. Pendant la cérémonie, j'ai comme eu une pensée sur c'est quoi mon super pouvoir. Moi, mon super pouvoir, là, c'est de faire des calls full de présence. Puis un bon rug, là, ça doit durer au moins 2 respirations. Je me suis dit que ça faisait partie de ma sensibilité, de ma présence. Je suis aussi allé mollo avec les doses d'ayahuasca. D'habitude, j'essaie de prendre tout ce que je peux.
Comme si j'essayais d'en avoir pour mon argent, de rentabiliser mon investissement. Mais cette fois-là, j'étais plus dans l'écoute de mon corps. Juste prendre ce dont j'ai besoin. Un peu comme si ayahuasca m'invitait à mieux m'écouter. Après la cérémonie, j'ai commencé à me dire que c'était peut-être assez d'ayahuasca pour un petit bout. Abuelita avait peut-être fait ce qu'elle avait besoin de faire pour l'instant. Puis je serais mieux de prendre un break. Il restait aussi une autre cérémonie San Pedro, celle-là menée par Fernando. Au début, on a fait une petite séance de connexion avec la nature. Juste être là, être présent, reconnaître qu'on est bien dans le moment. Puis on a serré un arbre dans nos bras. C'est full cliché, mais c'est impressionnant comme ça permet de s'ouvrir, d'être à l'écoute de la place où on est, puis du moment. Puis ça m'a fait monter les larmes aux yeux. Comme si mon cœur s'ouvrait, ou s'ouvrait un peu plus. Puis ensuite, il y a eu une séance de hug en boa. Le premier fait le tour de tout le monde, puis le prochain suit, puis ainsi de suite, de sorte qu'à la fin, tout le monde a serré tout le monde dans ses bras. C'est quand même spécial de s'autoriser à prendre quelqu'un dans ses bras comme ça. Surtout si on le connaît pas beaucoup. Ça permet de le connaître un peu mieux. Un hug, là, ça peut être très informatif. Ensuite, il y avait le tapis magique. Moi, je me suis encore pointé dans les dernières personnes. Mais cette fois-là, je me suis assis sur le tapis, puis j'ai allumé mon restant de cigarette roulé à la main. J'étais full cool. J'ai dit que je pouvais pas me plaindre de grand-chose. J'ai eu des bons parents. Pas super affectueux, mais très présents. J'ai une bonne fille, avec un bon cœur, puis un grand sourire. Puis mon cœur, il semblait vouloir être guéri. Fait que la prière que j'ai déposée dans le feu, c'était simplement « Let's have some fun ». Pour info, là, à ce moment-là, le motif de braise qui était en avant du feu, c'était un anaconda. Puis, pour finir la retraite, il y a une 4e cérémonie ayahuasca qui était offerte. J'avais encore le goût de travers dans la gorge, mais j'avais aimé le calme de la dernière cérémonie. Puis j'aimais l'énergie de ce chaman-là. Puis aussi, j'aimais ça que M. OCD s'était fait avertir de slacker un peu sur les distractions. Cette cérémonie ayahuasca m'a offert 3 visions importantes. La première, c'est le visage d'une femme, avec un voile sur la tête, puis seulement la moitié du visage éclairé. Cette femme-là était dans une position pieuse, le regard vers le sol. Quand j'en ai parlé après, là, on m'a dit que c'était probablement la Sainte Vierge que j'ai vue. La deuxième vision, c'était des pieds nus. Comme si je les voyais en dessous de la porte d'une salle d'essayage. Mais je voyais juste les pieds. Des pieds forts qui ont connu la vie, là, avec des marques, des cicatrices. Puis aussi avec des jambes pas mal poilues. Fait que c'était évident que c'était des pieds de gars. Puis juste à côté, comme s'il y avait une salle d'essayage juste à côté, il y avait des pieds de femmes. Mais pas de cutex sur les ongles. Dans ce cas-là, j'ai pas vu si les jambes étaient poilues ou pas.
Dans ces genres de retraites-là, là, c'est commun que les femmes aient du poil sur les jambes. Fait que je me suis dit que j'allais probablement rencontrer un homme expérimenté sur ma route, qui allait peut-être m'accompagner pour aller plus loin ou je sais pas. Puis qu'il y aurait peut-être une femme aussi. Là, j'ai pas trop voulu m'avancer. L'histoire me montrera plus tard à qui appartenaient ces pieds d'homme. Un peu plus tard, sur ma gauche, là, un peu au loin, j'ai eu ma troisième vision. J'ai vu la tête d'un chat. Un gros chat, genre un Maine Coon. Puis là, j'ai baissé mon regard pour voir si le chat était couché ou assis. Il était assis, quasiment debout, sur la tête d'une personne. Une personne avec un manteau à capuche, style Obi-Wan Kenobi. Puis elle avait la capuche sur la tête. Puis le chat était sur la capuche. La personne était assise, puis elle regardait vers le feu. Je voyais pas son visage parce qu'il était dans l'ombre de la capuche. Ça m'a pas pris de temps pour comprendre que je venais de voir ayahuasca. Abuelita s'était enfin montré à moi. C'était quelque chose que j'avais demandé. Fait que maintenant, je peux plus dire que je l'ai jamais vu. Une de mes intentions, avant mon voyage, c'était de savoir quoi faire après mon congé. Comment avoir un parcours professionnel plus aligné avec mes nouveaux intérêts. J'avais choisi de partir seulement pour 6 mois, plutôt que de tout sacrer là. Mais j'avais encore envie de changer radicalement de vie. Mon congé sabbatique pouvait être renouvelé pour une autre période allant jusqu'à 12 mois supplémentaires. Puis je devais prendre ma décision maximum 1 mois avant la fin de mon congé. Fait que j'avais cette question-là dans la tête pendant mon voyage. Est-ce que je prolonge mon congé sabbatique ou pas? Les histoires des volontaires qui étaient sur place m'ont beaucoup inspiré dans ma réflexion. La grosse majorité des participants, si c'est pas tous, là, sauf moi, ils participaient seulement à la retraite, avec peu ou pas de temps d'extra pour voyager en dehors de la retraite. Par contre, c'était l'inverse pour les volontaires. La plupart étaient engagés dans un voyage long, hors du cadre normal. Puis ils étaient en quête de sens dans leur vie ou dans leur spiritualité. Les volontaires qui étaient à la retraite étaient commis pour un séjour de 3 mois à Cuenca. Puis ils devaient aider dans 3 ou 4 retraites d'affilée. Entre 2 cérémonies, l'intervenante qui était responsable des cercles de parole était venue me parler. Puis elle m'a invité à appliquer au programme de volontariat. Elle semblait voir que j'avais les aptitudes nécessaires pour faire ce genre d'accompagnement-là. Puis j'avoue que je me voyais aussi remplir ce rôle-là. Ça faisait quasiment 2 mois que j'étais parti de chez nous. Puis j'adorais le rythme de vie latino. Puis j'adorais aussi avoir une vie en dehors de la routine normale, métro, boulot, dodo. J'avais aussi entendu plusieurs histoires de communautés invitantes au Pérou, au Guatemala, au Mexique, puis ailleurs. Fait que j'avais le goût de faire durer mon aventure aussi longtemps que possible.
puis de continuer à explorer. Fait qu'à ce moment-là, dans mon voyage, j'étais convaincu que j'allais prolonger mon congé d'1 an supplémentaire. Je savais pas encore comment je ferais atterrir tout ça, toutes les considérations pragmatiques comme mon appart ou avoir un petit revenu. Puis l'assurance maladie aussi. Mais si j'écoutais juste mon cœur, c'était l'élan que j'avais. Je voulais profiter de cette ambiance paisible et ressourçante-là le plus longtemps que je pouvais. Puis j'avais aussi l'élan d'aider davantage. J'avais rencontré ayahuasca puis San Pedro pour me guérir puis me permettre de m'ouvrir. Puis là, je me voyais aller un peu plus loin, mettre à profit ma présence pour aider d'autres personnes dans leur propre parcours. Fait que la graine était semée pour que la relation d'aide, soit en contexte de cérémonie ou juste dans des cercles de parole, ça devienne une partie intégrante de ma vie, plus alignée avec mes nouveaux intérêts. Je voulais aussi approfondir ma relation avec les traditions ancestrales, les plant teachers, puis la spiritualité entourant tous ces rituels-là. Fait que j'étais pas mal décidé sur mes intentions de quoi faire après mon voyage. Il me manquait juste un plan viable pour satisfaire mon côté rationnel. Puis c'est là qu'une lecture de tarot est venue ajouter une couche de clarté à tout ça. Quelques jours avant de quitter la retraite, j'ai demandé une lecture de tarot à une des volontaires qui était là, qui en offrait. Puis ça m'a marqué. Le message, là, il était pas mystérieux ou ésotérique. Au contraire, il était étonnamment concret. Les cartes parlaient d'une période de transition, d'un ralentissement nécessaire. Comme si la vie m'empêchait d'avancer sur les mêmes rails, pour me forcer à regarder ailleurs. Les cartes parlaient aussi d'un cycle qui arrivait à sa fin, de certaines idées de sécurité, de réussite, puis d'identité qui me correspondaient plus vraiment. Ce qui revenait dans la lecture, c'était l'idée que je ne pouvais plus construire la suite de ma vie avec les structures du passé. Que j'étais appelé à définir moi-même mes repères, mes valeurs, puis la direction que je veux prendre. La lecture reconnaissait que ce passage allait créer des tensions, de l'incertitude, puis des conflits intérieurs. Mais elle insistait sur une chose. Le défi, c'était pas de me battre davantage. C'était de faire confiance à ce qui cherchait déjà à émerger. Avec le recul, c'est pas tant une prédiction que j'ai reçue. C'était plus une invitation. Une invitation à arrêter de chercher à quoi me conformer. Et à commencer à me demander ce qui était réellement aligné avec moi.